est-ce qu'il n'y a pas aussi des symboles qui figent énormément la politique? Moi, par exemple, je me pose la question, est-ce que c'est toujours logique que le président soit dans le palais de l'Élysée, qu'on soit à Matignon, dans des bureaux qui sont inadaptés, où c'est clairement dit, tous les gens qui y sont estiment qu'ils n'ont rien à faire là parce que c'est trop petit, il fait très chaud, ça coûte un argent considérable aux contribuables. Est-ce que vous envisageriez une politique un peu à la suédoise, où le ministre prend son métro, où ils sont dans des lieux, pas des lieux d'histoire, qu'on rendrait au peuple, entre guillemets, en faisant des musées? Est-ce qu'il n'y a pas un problème aussi là, de toutes ces dorures? Est-ce que ça donne pas une image de la politique complètement arriérée? Si, enfin, moi je le perçois comme ça. Je trouve qu'en France, je sais pas vraiment, j'ai pas trop d'éléments pour comparer ailleurs, mais il y a une sorte de sacralité de la vie politique, de sacralité de la fonction politique. Et de ce que je vois, toutes ces dorures, comme tu dis, c'est dissocier le travail de la personne du politique de ces établissements de prestige, ces très beaux bâtiments, ce serait peut-être assez intéressant, puisque ça permettrait peut-être, comme tu le dis, alors encore une fois, mes connaissances ne sont pas assez développées sur les systèmes politiques étrangers, mais peut-être justement d'en arriver à cet homme politique qui prend le métro avec tout le monde, un homme... Qui n'est pas de chauffeur, pas de voiture avec chauffeur. Non pas de dire que ce sont des hommes comme tout le monde, parce que la présidence normale, tout ça, bon, moi je suis foncièrement opposé à ce genre d'argumentaire, mais peut-être à les voir comme des personnes plus accessibles. Alors c'est quand même une question, pas le côté symbolique de la présidence normale, hein, mais est-ce qu'un politique est quelqu'un comme tout le monde? Est-ce qu'un politique doit faire une école spécifique? Est-ce que l'ENA se justifie pour la politique? Est-ce que un politique est... par exemple, en Suède, ils ont vraiment la perception du politique comme quelqu'un comme tout le monde, mais pas dans le sens populisme du comme tout le monde, dans le sens... voilà, lui, il fait ça, il est politique, mais ça l'empêche pas d'être au contact des gens. Après, sur le côté, sur ta question sur l'ENA, sur l'élitisme, je crois que c'est vraiment autre chose. Mais après, sur le côté fast, etc., tu parles tout le temps de la Suède, par exemple. Moi, je crois qu'il faut éviter un maximum les comparaisons avec les pays scandinaves. On les fait tout le temps. On l'a fait pour le modèle suédois, on l'a jamais adapté, on le fera jamais. On parle de l'Allemagne, du modèle allemand. C'est pas pareil, c'est pas les mêmes syndicats, c'est pas les mêmes partis politiques. Enfin, comparer, pour moi, je trouve qu'il y a beaucoup de limites. Et d'autant plus qu'en France, on est quand même, le produit d'une histoire, si les gens aiment la France, si les gens vont à Versailles, ça rappelle quelque chose. En fait, on est le produit de quelque chose. Donc, il ne faut pas tomber dans l'hypocrisie. Moi, quand on veut baisser le salaire des ministres, pourquoi pas, ça ne changera rien. Je veux pas que les ministres, moi qui prenne le métro ou qu'ils aient un chauffeur, ça ne change pas ma vie. Et Taubira, au début, se baladait, je ne sais pas si elle fait encore en vélo. Ils avaient calculé que ça coûtait beaucoup plus cher parce qu'il y avait je ne sais pas combien de voitures qui devaient arrêter la circulation, la protéger. Pour moi, c'est de l'hypocrisie. Franchement, c'est de l'hypocrisie et j'aimerais qu'on arrête de comparer justement avec d'autres pays. Enfin, c'est normal de comparer et de dire que c'est pas la même chose. Mais il ne suffirait pas de dire on va le faire et ça sera pareil. Je pense pas. Moi, je crois pas. Sans s'appliquer à la lettre, on peut comparer. Mais moi, on peut comparer. J'étais au Canada, j'ai vu un peu comment ça fonctionnait, sans dire qu'il faut appliquer à la lettre. Mais il y a des choses comme les présidents qui ont des pensions en France après leur mandat. Je trouve ça scandaleux. Tu as fait ton mandat, ça va. Pareil aux États-Unis, ils n'ont pas de pension après. Ils font leur petit musée s'ils ont envie, tout ça, mais il n'y a pas de pension. Pareil, quelqu'un qui a un Premier ministre, il a un logement de fonction donc à Ottawa, à la capitale, et ensuite il a, par exemple, il va manger à la cantine, ou il va au métro, et ensuite il va régler la facture, il va dire c'est comme des notes de frais. Non, mais donc je pense que les hommes politiques peuvent être des hommes comme tout le monde. Après, tu peux très bien passer par des études spécialisées. Par contre, ils sont entourés par toute une bureaucratie, par toute une administration. C'est peut-être un peu péjoratif comme mot. Voilà, je pense que là, derrière, après, cette administration, elle peut être formée, spécialisée. Mais je pense, moi, que les hommes politiques sont des gens comme tout le monde. Ce sont des cadres, on va dire en termes de niveau peut-être de qualification. Mais ce sont des gens comme tout le monde. Je vois pas pourquoi ils auraient des salaires mirobolants. Ils n'ont pas de salaire mirobolant, mais justement, c'est ça le risque pour moi. C'est que dans l'image des gens, les hommes politiques se gavent de pognon. Et c'est pas vrai. Enfin, tu vois, l'image le danger, c'est ça. Moi, l'image qu'on donne, on dirait une monarchie. C'est dangereux parce qu'on tombe vraiment dans le... Enfin, je trouve qu'il y a un risque. Voilà, c'est ça. Franchement, moi, j'ai pas envie qu'ils gagnent 2000 € par mois, tu vois. C'est pas le salaire qui me dérange. C'est pas le salaire qui me dérange, c'est tout le salaire. Il ne soit pas payé des salaires mirobolants, ça ne veut pas dire qu'il a un salaire mirobolant. Parce que les réceptions sont vraiment importantes. Alors que les réceptions... C'est important de donner une image. Non, mais il y a la diplomatie aussi. Enfin voilà, on est par exemple le premier réseau diplomatique du monde après les États-Unis. Enfin, c'est parce que c'est là-dedans aussi la France. Enfin, moi je crois que tomber là-dedans, je suis pas. Enfin, franchement, désacraliser, je vois pas ce que ça nous apporte.
Je voulais juste répondre à ce que tu disais sur l'élitisme. C'est vrai que bon, il y a des écoles aujourd'hui qui permettent d'accéder au pouvoir directement. ENA, Polytechnique, tout ça. Bon, voilà. Moi, ça me semble pas normal. Ça me semble vraiment archaïque. Et dans un aspect de rénovation de la vie politique, il faut arrêter de devoir d'avoir un cursus précis pour arriver à tel endroit. Ça me semble hallucinant que des gens fassent ENA, ensuite passent un concours de la haute fonction publique où ils soient intégrés directement et qu'ils soient dans les postes qui aient le plus de responsabilités sans avoir jamais connu la société, sans avoir eu une expérience professionnelle avant. Ça me semble totalement incompréhensible. Et deuxièmement, pour parler vraiment au niveau de la jeunesse, il y a des fractures qui sont très importantes et si la jeunesse qui va prendre le pouvoir par la suite, c'est une jeunesse qui vient de ces institutions-là, qui est parisienne et qui n'est pas du tout représentative de la France, ça ne changera rien. Si on continue à perpétuer ces écoles-là, ça ne changera rien. Moi, j'ai envie que la jeunesse, elle vienne de toute la France, de tous les milieux sociaux et de toutes les écoles. Après, il a 100% raison. En France, tu as fait ceci, donc tu feras ceci. C'est-à-dire que tu as fait du commerce, donc tu es bon à faire du commerce. Tu as fait l'ENA, tu es bon pour faire de la politique. Tu as fait du marketing, tu feras du marketing. Alors que si je ne me trompe pas, par exemple au Royaume-Uni, tu fais de la philo, tu peux très bien finir directeur marketing. Quand tu dis on a une classe politique archaïque, oui, parce que est-ce que les gens de l'ENA savent utiliser les nouvelles technologies? Est-ce qu'ils se rendent compte de certains enjeux? Par exemple, le jeune, je pense, anglophone qui a créé une application, et donc, je veux dire, c'est des gens comme ça qu'il faudrait aussi, au ministère, qu'il faudrait d'avoir les hommes politiques, des gens innovants qui ont compris ce système des numériques, qui ont compris comment était né Google, etc. Et c'est pas à l'ENA qu'on apprend ça. C'est pas à l'ENA qu'on apprend ça. Non, moi c'était pour revenir à l'élitisme et aux écoles. Moi je suis assez d'accord avec ce que tu as dit. Et il y a un deuxième problème, c'est que au sein de ces écoles-là, c'est toujours les mêmes. C'est exactement la même population. C'est pas exactement le même problème. Il peut y avoir des écoles super élitistes, mais si elles arrivent à brasser un peu de la population. Et au départ, à l'entrée, en quelque sorte, que ce soit d'autres profils. Je n'ai pas les stats exacts, mais si on compare maintenant et les années 70, il y a beaucoup moins d'enfants d'ouvriers. Enfin, c'était beaucoup plus facile d'être enfant d'ouvrier dans les années 70 faire l'ENA que maintenant. Et aujourd'hui, il y a une stat qui est incroyable, c'est un pourcentage d'élèves d'ENA par année qui proviennent de 4 ou 5 maternelles de la région parisienne. C'est un truc comme 70%. On est dans une démocratie qu'on appelle démocratie, mais qui en fait est une aristocratie quand on y réfléchit bien, parce qu'en fait c'est les meilleurs, c'est ceux qui sortent des grandes écoles qui vont avoir une ouverture vers des fonctions politiques. Et en fait la démocratie c'est pas ça, la démocratie c'est les citoyens, le pouvoir au peuple, et donc je pense qu'en démocratie, ça devrait être le tirage au sort. Enfin, on en revient à cette notion de tirage au sort. Moi, je vois, en France, l'ENA, vous sortez de là, il y a quelqu'un qui vient vous prendre par le bras. Ah, toi, je t'aime bien, mon petit, je vais te faire rentrer dans tel ministère, etc. Il y a vraiment une sorte c'est le même sérail, et puis entre nous, on a un réseau. Moi, j'avais parlé justement avec quelqu'un qui était du Canada, pour revenir à ça, et il disait, l'ENA, quand tu sors de l'ENA au Canada, tu lances des CV, et tu galères comme n'importe quel cadre, quelqu'un qui va devenir cadre. C'est pas j'arrive, je suis sûr d'avoir un poste. Et donc ça déjà c'est aussi autre chose. C'est pour dire il y a un élitisme, d'accord, mais aussi le fait de dire je suis sûr entré dans une classe sociale et j'y reste. C'est surtout ça. Moi je pense s'il y avait une sorte d'élitisme, c'est-à-dire de pousser de tirer vers le haut, d'accord, mais si on voit qu'il n'y a pas de sélection, si on voit qu'il n'y a pas vraiment d'essayer que les choses ne bougent pas, que c'est complètement sclérosé, c'est sûr que ça ne va pas changer. On va voir toujours les mêmes personnes issues des mêmes milieux. Si on est un peu élitiste, mais qu'on arrive à faire venir des ouvriers, des fils d'ouvriers, etc., vers ce milieu-là, ce sera peut-être plus intéressant. J'ai l'impression que c'est vraiment l'ENA, etc., c'est vraiment, on dirait que c'est une classe sociale qui se crée, c'est un moule pour classe sociale, quoi. En fait, le point de départ de la discussion, c'est que l'Assemblée nationale, si on la prend comme critère, est composée principalement d'hommes âgés blancs. Ah oui. Et ça, c'est constant depuis que les femmes ont le droit de voter, 1944. Et quand on regarde le taux de féminisation de l'Assemblée en 1944, de mémoire, c'était 18 ou 20%. Aujourd'hui, on arrive à 26, 27, je ne sais plus très bien. C'est-à-dire qu'en 70 ans, je ne sais pas si je ne me trompe pas dans mon calcul, mais enfin, en une période extraordinairement longue, l'évolution, elle est quasiment, elle est très scandaleuse en réalité.
Et s'il y avait eu tantôt 80% de femmes, tantôt 80% d'hommes, on n'aurait pas cette conversation. Là, il est manifeste qu'il y a des barrières qui ne sont absolument pas reconnues, puisque le discours proclame l'égalité, et même les lois sur la parité sont votées par une assemblée qui est composée d'hommes principalement. Il y a un problème fondamental, quoi. Donc on est vraiment devant des éléments. Et ce qui a été dit sur l'ENA dans les échanges, sur l'existence d'une aristocratie, le mot est bien choisi, hein, une vraie aristocratie dans un pays qui se pense profondément démocratique. C'est ça qui fait qu'on est tous très, très mal à l'aise avec une espèce de promesse française aussi quand même, hein, qui a toujours été très, très grande, hein, qui est un peu la même depuis 89, mais qui finalement est comme en fin de cycle, parce que aujourd'hui, c'est comme si la France était prise au mot par ceux qui la peuplent. Vous voyez ? Et là, quand même, il y a des choses, tout ce qui a été dit, moi je trouve, c'est des... Quand on fait des réunions à 18h pour un parti politique, c'est à la fois les femmes qui ne peuvent pas venir et les gens qui travaillent en entreprise. Parce qu'en entreprise, vous ne pouvez pas être quelque part à 18h en semaine, c'est pas vrai. Vous pouvez être à 19h30 et bon, c'est quelque part, c'est possible. Mais si une réunion commence à 18h, c'est fichu pour vous. Et si vous êtes une femme, c'est le moment où vous devez, comme vous le disiez Claire, parce qu'il y a une répartition des tâches qui a été faite. C'est quand même un problème majeur. Alors, je ne comprends pas ce que vous disiez, France, il y a des aspects qui peuvent après renvoyer à d'autres discussions internes dans un couple, etc. Mais de fait, les réunions à 18h sont peuplées d'hommes membres de la fonction publique ou de retraités.